Je suis donc ravie de vous accueillir pour la suite et la fin de ce forum franco-allemand de l'énergie en ligne. Nous allons reprendre beaucoup des sujets qui ont été abordés depuis le début de la matinée à travers une table ronde et ce trilemme énergétique et transition énergétique, assurer la sécurité de l'approvisionnement, la rentabilité et la durabilité en France et en Allemagne sur la voie vers la neutralité climatique. Nous allons voir comment nous pouvons arriver à un bon équilibre pour la conception de ce futur marché de l'électricité. Je rappelle que c'est l'été dernier que le règlement et la directive révisée sur la conception de ce marché sont entrés en vigueur, introduisant une série de nouvelles dispositions pour mieux réguler le prix de l'énergie et accélérer notamment le déploiement de la flexibilité. Le texte fixe des délais aux États membres pour mettre en œuvre bon nombre de ces propositions. Nous allons voir à travers la table ronde les attentes d'acteurs de l'énergie dans plusieurs secteurs sur ce sujet-là. Vous pouvez évidemment préparer vos questions que nous transmettrons à la fin à nos intervenants. Je vais donc leur passer la parole. Vous pourrez chacun en quelques mots vous présenter. Anna Bourgui, bonjour. Vous êtes chef d'équipe affaires européennes au sein de Transnet BW. Pouvez-vous, là encore, en quelques mots, c'est important que chacun des acteurs puisse se présenter, qu'on comprenne bien un peu ce que vous faites dans chaque domaine. Évidemment, avec vous, on est dans les réseaux dont on a beaucoup parlé déjà. Ja, vielen Dank. Danke für die Merci beaucoup. Einladung. Merci pour l'invitation. C'est Ich une bin Anna discussion Burgi très, und très leite intéressante. Je das suis Anna Team Bourgui. European Affairs bei Je der Transnet suis BW. responsable du Transnet team BW European ist die Affairs auprès de la Transnet BV. Transnetbetreibervorstand, C'est en fait le eine davon RTE in pour Deutschland. Wir la sagen, wir sind im transmission Herzen d'électricité Europas. en Dadurch Allemagne, unsere au cœur de geografische l'Europe. Lage Au wirklich cœur de zentral in l'Europe en Europa raison de notre ist situation Transmission für géographique. uns als eine Et c'est wichtige pourquoi nous nous Teil der voyons aussi comme un Energiewende élément und important de la des transition Energiesystems Europas énergétique et du und système auch énergétique en durch Europe en die général, Beziehung von Deutschland und Frankreich. également en raison de l'étroite coopération entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Évidemment, vous allez intervenir sur ces sujets dans un instant. Également, pour intervenir, Olivier Varnan, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes partenaire au sein de BNP Paribas Asset Management. Vous allez mieux nous expliquer comment vous investissez aussi dans ce secteur et votre point de vue. Quelques mots pour vous présenter. Volontiers. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. Donc, effectivement, je m'occupe chez BNP Paribas Asset Management d'un fonds d'investissement en capital risque qui investit au capital de start-up de la transition écologique en Europe et aux États-Unis. C'est une activité que nous avons commencée il y a 8 ans. Et à l'époque, nous le faisions pour le compte propre de la banque. Parce que BNP Paribas avait pris l'engagement au moment de la COP21 de soutenir l'innovation dans la transition énergétique en allouant 100 millions d'euros de son propre argent pour de l'investissement au capital de start-up innovantes. Et il y a 2 ans, nous sommes associés avec la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard pour lancer un fonds d'investissement avec l'intention cette fois-ci de l'ouvrir à des investisseurs tiers. Et c'est ainsi que notre fonds, qui fait 172 millions d'euros, est souscrit pour moitié par BNP Paribas et l'autre moitié par des investisseurs principalement institutionnels. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas un spécialiste des marchés de l'électricité, mais j'espère que je pourrai apporter un éclairage différent avec l'angle des investisseurs et des startups. C'est justement ce que nous vous demandons, pas nécessairement d'être expert du marché de l'énergie, mais d'avoir, comme je le disais en introduction, des points de vue différents. On a justement beaucoup parlé des industriels, du rôle des industriels. Donc, on est ravi d'accueillir Erika Mink, qui est donc chef des affaires gouvernementales et réglementaires au sein de ThyssenKrupp Steel. De la même façon, quelques mots pour vous présenter et présenter votre groupe, Madame Mink. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank Merci für die beaucoup. Einladung.
Merci de m'avoir invité. L'énergie, les prix de l'énergie sont un sujet crucial pour nous, qui est vraiment au centre de notre intérêt en tant qu'entreprise sidérurgique. Nous sommes le plus grand entreprise sidérurgique en Europe. Nous devons nous occuper d'une très, très grande transformation. Nous voulons quitter la production de l'acier sur la base de charbon. Nous voulons produire de façon CO2 neutre en remplaçant le charbon par de l'hydrogène vert. Donc, nous sommes une entreprise qui produit notre propre électricité, mais nous allons acheter cette énergie de l'extérieur. Donc, beaucoup changera pour nous. Et par conséquent, les sujets que nous discutons ici aujourd'hui sont d'importance vitale pour nous. Et je suis très heureuse de pouvoir contribuer avec notre perspective d'une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie. Merci à vous. Je vais vous faire intervenir dans un instant justement sur la problématique des prix de l'énergie dont vous allez parler, mais je vais présenter notre quatrième intervenante, Corina Grajecki. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice des affaires européennes chez Engie. Là encore, si vous le souhaitez, évidemment, quelques mots pour présenter Engie pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais en tout cas mieux connaître aussi la problématique pour votre entreprise. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation tout d'abord. La coopération franco-allemande me tient vraiment à cœur très personnellement. Ayant grandi en Allemagne, ayant vécu à Paris et travaillant à Bruxelles sur les affaires européennes. Donc vraiment ravie d'être avec vous et de discuter d'un point de vue franco-allemand. Le groupe Engie, c'est un groupe mondial d'énergie bas carbone qui est donc présent dans beaucoup de pays dans le monde, mais surtout d'origine française et très ancré en Europe, présent dans 9 États membres. Et pour nous, la transition énergétique, c'est bien sûr notre métier, c'est au cœur de notre business. Et nous avons comme ambition de devenir net zéro en 2045. Et donc, nous travaillons beaucoup sur le sujet de comment faire la transition énergétique aussi abordable en termes de prix que possible sans réduire l'ambition de cette transition énergétique qui est tellement important pour l'Europe aussi en termes de compétitivité industrielle. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce premier tour de table. Vous avez justement parlé de compétitivité, vous avez parlé d'industrie. Donc pour débuter la table ronde, je vais repasser la parole à Eric Haming qui l'a dit d'ailleurs dans son introduction. Les prix de l'énergie sont évidemment centraux quand on est un acteur industriel comme vous. La réforme du design du marché de l'électricité, c'est important parce qu'on a besoin de prix abordables, d'assurer des signaux de prix adéquats. Quelle est votre problématique? Ja, also wie gesagt, wir sind Oui, comme dit, nous sommes une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie. La sidérurgie est toujours très forte en consommation d'énergie. Nous avons toujours produit notre propre électricité de par les gaz d'échappement des processus jusqu'ici. Mais tout ce système changera en passant à la décarbonation avec un investissement de 3 milliards dans une installation de réduction directe sur la base d'hydrogène. Un quart de notre production peut ainsi être transformée, mais nous avons toujours ce très fort besoin en énergie. La technologie en elle-même consomme de l'énergie et indirectement, nous avons également un besoin d'hydrogène
pour pouvoir opérer cette installation. Donc, en total, cela veut dire que jusqu'en 2030, nous connaîtrons un besoin qui est 6 fois plus haut que notre besoin d'aujourd'hui. Et ceci devant la toile de fond de compétition très forte internationale avec les États-Unis et de plus forte raison encore avec la Chine. Les prix d'énergie ont doublé, ont triplé par rapport à d'autres régions, sont 2 fois ou 3 fois plus hauts que dans d'autres régions du monde. Et s'il y a encore augmentation des prix d'énergie, nous ne serons plus compétitifs avec nos produits. Un autre chiffre important. Quand on produit de l'acier de façon conventionnelle, quelle est la part de l'énergie, du prix d'énergie pour notre produit de base? C'est un produit qui, à la fin de notre production, une tôle d'acier, c'est 5%. Et quand on produit de façon verte, entre guillemets, la part de l'énergie s'élèvera jusqu'à 50% des prix de production pour ce produit de base. Donc nous devons impérativement réduire le prix de l'énergie. Nous concentrons là sur les tarifs de réseau. Ces tarifs comptent pour 50% de notre facture d'énergie. Donc nous attendons des mesures drastiques de la part du gouvernement, de la politique en général, mais aussi dans le contexte du Clean Industrial Deal de l'Union européenne. Nous connaissons tous la situation. Il y a eu le rapport Draghi, notamment pour les secteurs industriels en très forte consommation d'énergie. Il est important de mettre en œuvre ces solutions le plus rapidement possible. Donc, la première priorité pour nous, c'est la réduction des tarifs de réseau. Quels sont les mécanismes de financement possibles dans ce contexte? Mais nous pensons également que l'approvisionnement d'énergie est un service qui doit être mis à disposition par l'État et une intervention étatique et des autorités régulatrices sont nécessaires en fixant le prix de l'électricité. On va y revenir en détail sur quelques leviers que vous avez soulevés, mais vous avez parlé du point notamment de réduire les tarifs de réseau. C'est pourquoi je vais passer la parole à Anna Bourgui pour qu'elle puisse commenter aussi la problématique des prix de réseau dont on a parlé aussi beaucoup dans cette journée, avec une problématique peut-être qui est aussi un peu particulière en Allemagne, Anna Bourgui. Oui, effectivement, nous avons beaucoup entendu parler de la sécurité d'approvisionnement en électricité et sécurité d'approvisionnement, c'était quelque chose qui allait de soi dans le passé. Mais maintenant, avec la transition énergétique, le changement de l'approvisionnement veut dire que nous devons maintenant beaucoup plus nous concentrer sur cette sécurité qu'auparavant. Et jusqu'ici, la politique s'est concentrée sur la promotion des énergies renouvelables, ce qui est très important, mais les réseaux, en ce qui concerne la sécurité, sont nécessaires. Des réseaux sont nécessaires pour pouvoir transporter l'énergie là où on en a besoin et pas là où elle est produite. Voilà la difficulté que nous voyons également. On avait peut-être pensé autrement cette transition énergétique aussi dans le temps. Nous avons besoin de plus de temps pour les réseaux aussi, notamment quand on pense aux énergies renouvelables et leur mise en place. Donc nous, en tant que RTE, nous essayons d'avoir toutes les possibilités d'optimiser. Un bon exemple serait par exemple les câbles souterrains
Nous avons planifié cela pour mettre en œuvre la transition énergétique en France avec des conduits en électricité en continu et avec un tel réseau, on pourrait économiser 20 milliards d'euros. C'est une des solutions possibles, un réseau en électricité en continu, pour ainsi rester dans le cadre prévu, cadre financier. Il y a d'autres solutions de marché qu'on place des plateformes d'énergie ensemble avec d'autres GRT en Europe, comme par exemple la plateforme Picasso, où en 2024, avec quelques pays qui ont participé, nous avons pu obtenir un gain de 180 millions d'euros. Donc, nous essayons de trouver des solutions aussi avec les autres RTE pour minimiser les coûts tout en gardant en vue des objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà, on voit que des solutions se mettent progressivement en place pour réduire ces coûts parce que c'est un enjeu important puisqu'on parle aussi de prix prévisibles et de prix abordables. On peut parler de mécanismes de soutien, on en a parlé déjà dans la journée, comme les CFD ou les PPA, dans un contexte aussi où les prix de marché sont de plus en plus bas ou négatifs en raison des énergies renouvelables. Quel est votre point de vue justement sur ce déploiement et la facilitation des CFD et des PPA, Corina Grajewski? Merci beaucoup, Nathalie. Oui, effectivement, bon, j'aimerais peut-être commencer par dire que il faut, par principe et de manière générale, il faut toutes les technologies et tous les vecteurs de la décarbonation. Ça, c'est très clair pour nous qui sommes vraiment au sein d'Engie, un groupe neutre en termes de technologie, ou autrement dit, on a toutes les technologies quelque part en Europe ou dans le monde. Donc, on connaît et on reconnaît tous les bénéfices de chacune de ces technologies. Mais une chose est claire aussi, effectivement, que les renouvelables et le déploiement rapide des énergies renouvelables est une option non regret, à notre avis. C'est-à-dire qu'il est effectivement très important de continuer à travailler sur ce déploiement rapide et optimalisé en termes de coûts. Et pour cela, nous pensons que la réforme du market design au niveau européen, elle est réussie au sens qu'elle a mis beaucoup d'accent sur les mécanismes et les instruments de long terme, c'est-à-dire notamment ce que vous avez mentionné, les PPA et les CFD. Euh, il y a aussi le volet mécanisme de capacité dont on a déjà parlé. Pour les PPA et les CFD, il faut bien distinguer les deux parce que les PPA sont des contrats négociés entre deux contreparties privées. Et je souligne ce point parce que j'observe dans la discussion européenne que parfois il y a un peu le souhait de plus réglementer ces PPA. Alors que comme ce sont des contrats entre deux contreparties privées, ça ne nous semble pas la meilleure idée, mais plutôt de veiller à ce qu'il y a à ce que tous les obstacles, par exemple, sur la négociation et l'établissement de PPA au-delà des frontières nationales pourront se faire. Donc, plutôt déréglementer ce qui est trop compliqué et ne pas revenir sur l'idée même d'un PPA comme contrat privé. Et pour les CFD, il faut effectivement, il faut les utiliser. Le non-sided, le two-sided CFD qui a été introduit avec la réforme doit se mettre en place. Et d'ailleurs, on peut très bien combiner les deux instruments.
il peut y avoir des projets avec un volet CFD et un volet PPA, et c'est très bien pour le développement du marché. Par ailleurs, pour le déploiement des renouvelables, il y a tout ce qui a déjà été dit par Anna sur les infrastructures. Donc, on a vraiment un très, très grand besoin de développer les infrastructures très rapidement. Et il y a un grand besoin d'anticiper le déploiement des renouvelables à tous les niveaux, c'est-à-dire transmission, comme l'a expliqué Anna, mais aussi au niveau de la distribution et bien sûr au niveau des interconnexions entre les pays européens. Et peut-être un dernier point sur les renouvelables, il faut bien sûr toujours mentionner la thématique du permitting, hein, les autorisations de projets. L'Union européenne a fait beaucoup d'efforts pour réduire le temps de permitting, la complexité administrative et bureaucratique des autorisations. Il y a des provisions très favorables dans la directive sur les énergies renouvelables, mais qui ne sont pas appliquées partout et de la même façon. Donc là, c'est vraiment un point, là encore, une option no regrets, de vraiment encore réduire les obstacles bureaucratiques et faire le permitting encore plus rapide. L'Allemagne a beaucoup avancé sur ce sujet et il faudrait que ça continue et que ça accélère un peu partout en Europe. Euh, voilà, je m'arrête là pour les renouvelables. Mais c'est important de souligner ces différents points et d'ailleurs les autres intervenants pourront réagir. Mais je n'oublie pas Olivier Varnan, évidemment, pour commenter. Vous pouvez réagir aussi à ce qui a été dit depuis le début de la table ronde. Et on l'a beaucoup dit, hein, le développement des énergies renouvelables signifie que la flexibilité du système électrique doit aussi être développée. Qu'est-ce que vous observez du côté de ces enjeux de flexibilité? Et vous pouvez répondre aussi à d'autres points, si vous le souhaitez, qui ont été soulevés. Sur la flexibilité, effectivement, c'est un sujet qu'on regarde depuis maintenant 8 ans. Je crois que notre premier investissement dans les smart grids, ça date à peu près de cette époque-là. Euh, et on voit quand même un certain nombre d'obstacles. Alors aujourd'hui, vu le public, j'ai envie de dire, un des obstacles, c'est le manque de marché européen. C'est-à-dire que chaque acteur est très dépendant de son marché local. Et donc, c'est vrai que pour des startups, c'est compliqué parce que parfois, le marché domestique n'est pas suffisant pour faire la croissance qui est attendue d'elle. Et donc ça, c'est un obstacle. Et puis, on a vu aussi beaucoup de volatilité dans ces marchés-là au gré des décisions politiques. Et donc, un marché qui était très rémunérateur du jour au lendemain s'est vu complètement fermé. On l'a vu au UK, on l'a vu dans d'autres pays en Scandinavie. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour les startups, évidemment, pour qu'elles lèvent des fonds, parce que elles manquent de visibilité, en fait. Et on a vu un move qui est intéressant, mais je suis pas sûr qu'il soit très sain, de startups qui maintenant vont sur les marchés intraday, parce que finalement, là où on peut faire le plus d'argent, c'est sur de la spéculation. Et c'est dommage, parce que au départ, c'est pas un mécanisme qui est là pour spéculer. Il est là pour réguler, pour offrir une alternative ou un complément, j'ai envie de dire, à ces actifs distribués, aux actifs de production renouvelable, dont on sait qu'ils sont pas très prévisibles et surtout pas pilotables. Et donc, je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. On voit un move vers la spéculation parce que c'est là où il y a de l'argent à faire. Voilà. Ce qui est évidemment largement, on va dire, regrettable en la matière. Ce que vous regardez aussi, et j'aurais d'autres questions à poser sur ces sujets-là, quand on parle de flexibilité, il y a la problématique aussi du stockage, du stockage stationnaire, qui est un enjeu majeur. Ça aussi, c'est peut-être un point à mettre en avant parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière. C'est vrai. Et c'est assez nouveau. Euh, et j'ai tendance à aller tout le temps. Mais là, pour une fois, le malheur des uns pourrait peut-être faire le bonheur des autres, c'est-à-dire que on a vu que les voitures électriques ont un petit peu plus de mal à se déployer, notamment en Europe, que ce qu'on espérait.
Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de batteries qui peuvent être utilisées, alors qui sont produites très largement en Chine aujourd'hui, mais qui peuvent être utilisées pour faire du stockage stationnaire. C'était pas leur objectif premier. C'est des batteries assez denses, mais malgré tout, on a des batteries, alors LFP pour la chimie en particulier, qui fonctionnent très bien pour du stockage stationnaire, dont le prix ne cesse de descendre, et on se retrouve à finalement avoir une offre de stockage chimique, électrochimique, qui est assez intéressante, parce qu'elle peut rendre beaucoup de services au réseau électrique, hein, que ce soit effectivement du load shifting, donc on décale de la consommation, ou des services sur la fréquence. Il y a 1001 services qu'une batterie peut rendre au réseau. Et de ce point de vue-là, il y a une belle traction. On voit, je rebondis sur la question des pipiers. Puisque bien souvent, ce qu'on regrette, c'est le prix peu élevé de ces pipiers, mais qui sont limités évidemment dans les plages horaires dans lesquelles elles peuvent fournir ces contrats vont fournir de l'énergie. Et aujourd'hui, il y a un move qui est intéressant, de pouvoir adjoindre ces batteries à des producteurs d'énergie renouvelable, je pense principalement du solaire, où on peut offrir effectivement un ensemble qui produit à la demande, qui est pilotable et qui produit jour et nuit. Et donc ça, c'est assez nouveau. Et ce qui manque, du coup, je vais râler quand même, ce qui manque, c'est la visibilité long terme. Et je reprends un peu l'idée de Monsieur Maurer tout à l'heure. Euh, la question du financement est très liée à la visibilité moyen et long terme. C'est-à-dire que, alors, je reprends ma casquette d'ancien banquier de financement de projet. On a besoin de savoir combien cette batterie va générer d'argent sur les 10 ou 15 prochaines années. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de banques qui sont capables de financer à cet horizon de temps des parcs de batteries. Et donc ça, c'est assez dommage. Et je pense que c'est un des obstacles qui devrait pouvoir tomber, mais qui aujourd'hui bloque un petit peu ce déploiement. Vous avez soulevé plusieurs points. Corina Grajeski pourra y réagir tout à l'heure, Anna Burgui aussi, mais je voudrais repasser la parole à Eric Hamming pour pouvoir commenter un peu les outils dont on a parlé. Est-ce que chez ThyssenKrupp Steel, on se tourne vers les PPA? On parle beaucoup de flexibilité, mais ce n'est peut-être pas facile pour tous les acteurs. Et notamment vous, industriels, de se servir de ces outils. Ja, darf ich direkt reagieren? Alors, si vous me permettez de réagir directement, oui. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke, Olivier, Oui, für merci. die Frage. Merci Olivier aussi Nee, das ist natürlich pour Thema, l'interrogation. Alors, Flexibilität, das ce mich sehr sujet-là, umtreibt. de Und la wir haben flexibilité, ça nous mobilise angesichts unserer fortement. Transformation und dieser massiven Et alors oui, il y a cette transformation dont vous avez parlé, il y a des augmentations de la demande quand même conséquentes. Et nous avons monté tout un tas de projets dont le but est d'essayer de voir où nous pouvons faire preuve de souplesse, de flexibilité. Et je veux dire, vous savez, nous sommes une grosse entreprise sidérurgique avec plus de 100 et quelques unités. Nous avons besoin d'une charge de base et nous avons une production en continu avec un certain degré de flexibilité, avec des intervalles de maintenance. Il y a des choses qu'on peut planifier. Mais sur les grosses installations énergivores, la flexibilité est limitée. Oui, on peut faire plus, moins 10%, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, une charge de base, c'est hyper important. Et quand on regarde les PPA, donc pour revenir à votre question, c'est pas donné. C'est pas donné. On a un Power Purchase Agreement et nous l'avons signé en février dernier avec RWE, 110 gigawatts par an, ce qui est vraiment
pas grand-chose par rapport à la consommation que nous avons et que nous aurons jusqu'à 2030. Ce qui nous intéresse, c'est cette charge de base des PPA pour avoir un approvisionnement en continu. C'est beaucoup plus difficile à trouver et c'est beaucoup plus cher que les PPA classiques où effectivement nous nous adaptons au profil des fabricants, ce qui est difficile pour nous. Et la troisième chose, c'est que comment dire, c'est que les PPA sont proposés par rapport à des critères de compétitivité. Quand je pense à l'informatique, Amazon, Google, etc., aux géants de l'informatique, c'est des gens qui ont, je vais dire, allez, plus de pouvoir d'achat, plus d'argent que nous dans la sidérurgie. Donc, oui, les PPA, c'est important, oui, mais aujourd'hui, en l'état, financièrement, c'est quand même cher. C'est cher. Et je me réfère au rapport Draghi qui dit les PPA qui passent par des CFD pour les verrouiller. Il faut qu'il y ait une part, dit le rapport, minimale, un quota minimal de PPA mise à disposition des énergéticiens et des grandes entreprises industrielles à des conditions, allez, on va dire, avantageuses, préférentielles. Et là encore, ce n'est pas évident. Bien sûr, nous voulons la sécurité d'approvisionnement et si nous voulons bien évidemment maintenir nos emplois en Europe, la création de valeur, etc., eh bien, il est vrai que l'achat d'énergie, c'est quelque chose de crucial et il faut voir comment ensemble on peut trouver des solutions. Des questions commencent à arriver de la part du public et je les ai de côté. Je vais pouvoir vous les poser tout à l'heure, notamment puisqu'on parle de compétitivité européenne. Il y a des comparaisons avec ce qui se passe aux États-Unis. Je la poserai cette question, mais je voudrais faire réagir Anna Bourgui, qui déjà a tout ce que vous avez entendu, et parler quand même des marchés de capacité, des mécanismes de capacité, puisque ça a été aussi évoqué, c'est quand même un point important. À vos yeux, quel rôle peuvent-ils jouer? Quels enseignements aussi pour le modèle allemand? Spielt auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Wir haben heute En tout cas, sehr viel ça joue un rôle très important. Rohpreise gesprochen, aber On a eigentlich beaucoup muss parlé man des prix bedenken, on parle toujours des wir prix du auch pétrole. dass je mehr erneuerbare Energiensystem wir haben, Mais desto in quand on dem pense Zeitpunkt aux renouvelables, Strompreise wir haben. Für das Jahr il faut quand même pas oublier que 2023 nous avons des prix quand même assez 80% bas. der Stunden von dem Jahr 2023, hatten einen Preis für 80% Strom niedriger als du 5 temps, Euro pro Megawattstunde. nous avions moins de 5 € par mégawatt-heure en 2023. Minderheit an Stunden, aber punktuelle Situationen sind, die Donc, il y a eu des hohe situations, Preise comment dire, oder sehr ponctuelles avec bien sûr des pics, des pointes de prix. Et je crois que c'est là qu'il faut trouver une solution. Et c'est pour ça qu'un mécanisme capacitaire est vraiment important pour nous donner une assurance. Pour nous, en tant qu'exploitants, ça signifie ni plus ni moins que nous voulons, comment dire, avoir à disposition des centrales pilotables. La stabilité système, nous voulons l'assurer 24 heures sur 24 heures. Aujourd'hui, en Allemagne, on parle de cette stratégie de centrale et nous pensons que c'est une démarche, un pas important et nous espérons que nous pourrons le plus rapidement possible décliner ce principe en Allemagne pour avoir un marché capacitaire en Allemagne. Un marché centralisé, un marché capacitaire centralisé, ça nous paraît être la meilleure solution pour pouvoir assurer la stabilité des systèmes à l'avenir.
Alors j'en profite puisqu'une question est arrivée du public. Pour vous, Anna Bourgui, on va parler de questions de stockage aussi. Les grandes batteries de stockage dont on parlait tout à l'heure avec Olivier Varnan pourraient contribuer à l'avenir, à la stabilité du réseau. Quels sont les défis qui se posent à vous en matière de raccordement? Avez-vous une estimation des capacités qui seront raccordées à l'avenir dans la zone de réseau de Transnet BW, pardon. Ist auch ein interessanter Punkt. Wir haben heute über Oui, Flexibilität gesprochen und c'est intéressant parce que 2020 verschiedene on a Ideen. parlé Von der Markt de her flexibilité. sprechen wir immer oder haben wir heute schon gehört, wie ein Speicher kann marktdienlich sich Comment, verhalten. comment Oder un von dispositif de Frau Mink stockage haben wir peut-il gehört, apporter de la welche stabilité? Auswirkungen Madame Mink die nous a expliqué quel genre Elektroketten de Für stabilité uns, wenn wir compte dans tous ces Transnet-Betreiber, processus. wenn wir das Pour nous, en tant System sehen, qu'exploitants de réseau, dieses quand on System betreiben voit le müssen, système, ist für uns Flexibilität eh bien pour nous, la flexibilité Ansatz von Batterien wichtig, wenn sie ein et les batteries de stabilisiertes stockage Verhalten haben. comptent Und énormément. wenn wir die Brücke zum Marktdesign machen, Et quand es wäre on parle wichtig, ensuite du design Anreize zu du schaffen, marché die de diese l'électricité, Batterien, diese je pense qu'il faudrait Flexibilität créer des systemdienlich incitations zur Verfügung pour ces stellen. batteries, pour les mettre à disposition des Batterien gens. werden sicherlich Ça, in ça doit être Zukunft sponsorisé, wichtig financé, sein. aidé. Les batteries, Wiederum, oui, le stockage, oui, Betreiberkraftwerke sind c'est auch l'avenir. eine Lösung, die wir dazu brauchen, Et bien weil die sûr aussi les Batterien centrales sind für énergétiques eine kürzere pilotables Zeit zur sont Verfügung. l'autre Und partie wenn de wir jetzt zum l'équation, Beispiel in parce que eine les batteries, on en dispose Hochleistungslaufzeit denken, pour un certain temps. sind andere Lösungen, wie zum Mais Beispiel il faut qu'il y ait Betreiberkraftwerke, die aussi dann wichtig d'autres für die solutions, comme des centrales Stabilität sind. pilotables qui sont essentielles, à mon sens, pour la stabilité de l'approvisionnement. Corina Grajetski, vous pouvez réagir évidemment à ce sujet, celui de la flexibilité, hein. Je crois savoir que Engie a pour objectif une multiplication par 4,5 des capacités de flexibilité. Il y a aussi la question du stockage. J'ai une question qui est arrivée pour vous de la part du public, donc je la pose aussi, ça vous fera deux sujets. Vous exploitez de nombreuses installations d'énergie renouvelable en France et en Allemagne. Comment pensez-vous que l'on puisse remédier au problème de la concurrence interne entre les énergies renouvelables en ce qui concerne les prix, hein, ce qu'on appelle la cannibalisation, et quel est le rôle des systèmes de stockage à batterie par rapport à ce sujet? Oui, merci pour ces questions tout à fait pertinentes. Donc peut-être pour commencer et rebondir tout d'abord sur les mécanismes de capacité, parce que je ne peux que confirmer que du point de vue NG, c'est tout à fait essentiel qu'il y a des mécanismes de capacité et que qui sont considérés comme partie intégrale du market design. Souvent, ils sont considérés un peu, j'ose dire notamment en Allemagne, comme quelque chose qui ne devrait pas être là, qui est problématique. Mais je pense que au niveau européen, on observe que dans plus en plus de pays, ces mécanismes existent et ils fonctionnent. Et ils sont absolument essentiels sur tous ces aspects, la sécurité de l'approvisionnement, bien sûr, mais aussi sur l'aspect flexibilité, parce que justement, on peut rémunérer des capacités flexibles, pilotables. Et là, je reviens donc à la flexibilité, parlant des centrales à gaz, bien sûr, mais aussi par rapport aux projets de stockage et de batterie. Et nous faisons l'expérience de justement de pouvoir établir des projets, réaliser des projets de batterie, par exemple, en Europe, sous des mécanismes de capacité. C'est-à-dire que cette idée de vraiment établir des mécanismes qui couvrent toutes les technologies et notamment tout ce qui est stockage et flexibilité, ça marche et c'est essentiel. Et la flexibilité, c'est aussi un besoin
qui, comme la question du public l'indique, est très important dans le déploiement des renouvelables. Et j'ai trouvé très intéressant la remarque sur des projets combinés, par exemple solaire et batterie. Et c'est quelque chose qui nous intéresse aussi en tant qu'Engie. On travaille sur ce genre de projet en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il faut dire que comme souvent, les choses, bon, on verra ce que ça donne dans l'avenir, mais on a vu dans ces dernières années qu'il y a eu beaucoup de projets renouvelables et de batteries qui se sont faits avec de très grands volumes et très rapidement. Et on aimerait beaucoup investir dans ces technologies de batterie, beaucoup plus en Europe. Mais on ressent toujours une hésitation, parfois au niveau local, parfois au niveau national. Mais on pense vraiment qu'il faut pousser ces technologies-là, parce que ces technologies-là, et j'en termine en indiquant un élément de notre dernière étude, notre scénario de décarbonation de l'Europe pour 2020, 2050. On constate que pour les objectifs 2030 que l'Union européenne s'est donnés, on est en route et les objectifs sont à portée de main. Mais pour 2050, 2040, 2050, et notamment comme des technologies de stockage ne sont pas encore développées au rythme qu'il faudrait. Alors Olivier Varnan, vous l'avez évoqué tout à l'heure justement cette problématique de stockage en disant que manquait encore de déploiement. Vous pouvez évidemment commenter tout ce qui a été dit. Je voulais ouvrir sur un nouvel aspect avant un dernier tour de table où on va essayer de mieux comprendre quels pourraient être les leviers justement pour aller encore plus loin. C'est celle, je parlais des États-Unis et il y a une question d'ailleurs du public. L'Inflation Reduction Act est souvent mentionné lorsqu'on parle de comparaison et de compétitivité, justement. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour l'Europe? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs autres que les prix qui seraient plus avantageux en Europe en comparaison des États-Unis? Je rebondirais volontiers sur ces questions d'association batterie et parcs solaires notamment, parce que c'est le cas effectivement, et c'est fait à une vitesse incroyable. Alors ça correspond aussi à une réponse aux faiblesses. Alors je généralise forcément un peu, mais les réseaux de distribution, donc en basse et moyenne tension aux États-Unis, sont quand même très vieux, en mauvais état. Et même en Californie, ça n'est pas rare d'avoir des blackouts et de ne Mm. plus avoir d'électricité chez soi. Ce qui est en Europe, alors j'ai une vision peut-être un petit peu aussi française, mais ça n'arrive jamais. On a la chance d'avoir des réseaux très solides grâce aux GRD qui font leur métier. Et parce que c'est quand même ça qu'on leur demande en premier lieu. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est important. On ne peut pas tout demander au GRD et on leur a dit il faut qu'il y ait de l'électricité de façon sécure. Et donc, c'est ce qu'on a en Europe, j'ai envie de dire en général. Et donc, et ce qui peut manquer aux États-Unis. Et donc, on a cette problématique-là. Donc, les gens s'équipent plus volontiers de batteries aux États-Unis parce qu'effectivement, il y a un sujet de backup, d'avoir son propre backup chez soi. Alors, sur les grands parcs, j'ai envie de dire là aussi, ça répond aussi à une faiblesse très américaine, alors qui n'est pas que américaine, mais qui sont les délais de connexion au réseau. Et donc, vous allez construire un nouveau parc solaire, vous allez attendre 18 mois d'être connecté au réseau. Alors que si effectivement vous pouvez y mettre un parc de batterie en même temps, vous serez connecté quasi immédiatement. Donc, ça, voilà, il y a ça aussi que je voudrais mettre en lumière, c'est que ça répond à des faiblesses locales et aussi la façon dont le prix de l'électricité, encore une fois, pour les particuliers, est construite aux États-Unis différente de celle qu'on connaît en Europe, dans un certain nombre de pays. Et donc, on a la batterie, le stockage et du coup, le prix qu'on peut mettre sur de la flexibilité sont différents. Et il y a plus de moyens. Et effectivement, il y a peut-être un petit peu moins aussi
problématiques de permitting qu'on évoquait tout à l'heure. Et en plus, bon, bah, l'IRA a mis une couche supplémentaire là-dessus en termes de subventions. Donc ça a accéléré quand même fortement le mouvement. Mais on voit bien qu'au départ, c'est aussi nos forces qui font notre lenteur. On arrive, on va dire, au dernier tour de table de cette table ronde. On a souligné tous les différents points et on a vu les enjeux en question de prix, de stockage, de flexibilité, de mécanismes de capacité, du rôle que pouvaient jouer les réseaux. L'accroche, on va dire, de cette table ronde, c'est autour de ce fameux triangle énergétique, sécurité d'approvisionnement, protection de l'environnement et coût abordable. J'ai envie de vous demander aux uns et aux autres et de réagir. Comment, à vos yeux, le design du marché de l'électricité devrait-il être conçu pour atteindre ce fameux équilibre, notamment la sécurité d'approvisionnement? Vous pouvez y répondre, Eric Hamink, avec aussi le sujet de la compétitivité dont vous parliez, de la comparaison qu'on vient de faire avec les États-Unis. Et puis, on va prendre après des questions du public, mais je vais laisser chacun répondre évidemment à ce dernier tour de table. Eric Hamink. Ja, also ich denke wirklich, es ist wichtig, dass wir, wenn man sich das Strommarktdesign anguckt, dass wir europäische Lösungen Oui, brauchen, dass pour wir le europäisch design du einheitliche marché Lösungen brauchen. Wir wollen ja énergétique, nous avons also besoin de die solutions energieintensiven wieder befördern über den européennes Industriestrompreis, aber uniques. Nous zum Beispiel, dass es demandons irgendwie zwischen effectivement 4 und un 6 prix de Cent pro l'industrie Kilowattstunde qui geben serait soll. autour Das de da 4 à glauben wir, 6 dass wir da centimes dann par auch kilowattheure, ce international qui wieder nous die permettrait Wettbewerbsfähigkeit de bequemen. renouer avec la compétitivité à Aber auch da haben wir l'international. ja im Moment unterschiedliche Mais Regeln là, in on a unterschiedlichen aussi des Ländern. Deswegen règles ist ja wichtig, différentes dass dans man les da différents pays einheitliche Regeln, et ce serait bon Spielregeln d'uniformiser. festlegt. Zum einen, zum anderen glaube ich aber auch, ich hatte vorher Je Wasserstoff crois, erwähnt, was ja par für uns ailleurs, je Retransformation, also citais eine l'hydrogène tout indirekte à l'heure, qui est pour nous Stromnachfrage ist und wir une uns schon auch demande große Sorgen um die indirecte Versorgungssicherheit machen. d'énergie. Et là Aber aussi, on gleichzeitig s'inquiète beaucoup sehen wir halt autour auch, dass de die la Entwicklungen, sécurité also d'approvisionnement. Wasserstoffhochlauf, En même temps, cette montée en puissance de Energietransformation, l'hydrogène, la Industrietransformation, solche transformation de Sachen, das ist alles, l'industrie, dass wir da auf de parallelen l'énergie, Pfaden eh unterwegs sind bien, und il teilweise, faudra ich habe avancer vorher von sur Irland des erwähnt, auch trajectoires parallèles. mit Annahmen arbeiten, die nicht mehr Et so il ganz faudra se baser breit sur und des den hypothèses ja, qui ne unseren Realitäten correspondent entsprechen. Von plus daher tout à glaube ich, fait ist es wichtig, à nos dass man das réalités. nochmal ganzheitlich denkt und dass wir Donc, il alle est vraiment auch die important Energie, d'avoir also une Strom approche als Teil eines holistique. Et tous Energiesystems ceux qui und da voient eben gucken, l'électricité was comme muss in faisant welcher Form partie d'un ausgebaut werden système und auch énergétique, de voir exactement ce wie qu'il va passen falloir wir speziell die développer Regulatorik an. et dans quelle Wir sehen zum mesure, comment Beispiel, adapter also ein Thema für uns wäre les die règles Hierarchie à cela. zwischen blauem und Prenons par grünem exemple l'hierarchie und anderen entre Farben des l'hydrogène Wasserstoffs. bleu, Also ganz vert, einfache Dinge, wo brun wir auch dann in der de l'hydrogène, Regulatorik nochmal des gucken choses müssen, assez was simples würde denn où il va helfen, da auch falloir reprendre les Investitionen zu règles fördern, également pour voir Investitionen comment on gut pourrait gemeinte faciliter Regulatorik, die aber l'investissement. Ce in sont Wirklichkeit sich als des textes Investitionshemmnis herausstellt, législatifs wenn ich da qui an die partent d'une verschiedenen bonne Delegierten volonté, mais qui Rechtsakte sont des in obstacles à Brüssel l'investissement. denke, dass Lorsque da je also pense sagt, par man muss exemple aux alles, actes was alle délégués à Bruxelles, CO2-armen, CO2-freien pour Energiequellen, les alle énergies CO2-armen freien décarbonées, Wasserstoffquellen par exemple les sources gleichwertig in den d'hydrogène Systemen décarbonées, beachten und doivent être sur berücksichtigen. un pied Ich glaube, das d'égalité dans les wäre systèmes. Et je sicherlich crois jetzt que nochmal aus, wie cela gesagt, aus einer Industrieperspektive. Wir brauchen permettrait viele donc à nous autres Energiequellen, dass wir da nochmal gucken, industriels wie kriegen wir d'avancer. On das, a wie kriegen besoin wir das d'une zusammen und wie multitude de kriegen wir da auch sources Synergien d'énergie. und dann Comment eben y auch parvenir et comment dégager des synergies kosteneffiziente Lösungen. qui permettront aussi Und dann d'avoir vielleicht noch des so Richtung solutions Amerika. Wir efficaces vergleichen côté uns auch coût. immer Et gerne und pour les sagen, États-Unis, Amerika, c'est vrai que nous avons tendance à nous in den USA ist comparer alles besser. et on a tendance à Aber dire ein chez nous Punkt, der que tatsächlich tout est besser ist, mieux ist, aux dass wir US. sehr viel Il y a une vereinfachte chose qui est und sehr gute, meilleure, wie à schon savoir angesprochen, que Genehmigungsverfahren, sei es les procédures bei Genehmigungsverfahren für neue d'autorisation Anlagen, pour les nouvelles bei installations, Förderprogrammen pour etc. les Ich glaube, programmes da haben d'aide. wir in Europa wirklich einiges Je nachzuholen crois que là, nous und, avons und da du eben auch retard à schneller zu rattraper en Entscheidungen Europe kommen pour parvenir plus und rapidement sichere à Rahmenbedingungen des für décisions Investitionen et zu pour schaffen. avoir donc un cadre sûr pour les investissements. Danke. Merci. Alors, on va dire la même question à vous, Anna Bourgui, aussi. Comment vous voyez ce design du marché de l'électricité pour atteindre cet équilibre dont je parlais?
Ich sehe das Marktdesign, das wir hier in der EU gebaut haben in den letzten Le Jahren, design du viele marché Jahre und mit der qui a Reform évolué und ici Angebote, die wir jetzt en auch Europe avec la anstreben réforme et tout ce que bezüglich nous visons, Kapazitätsstrategie. la flexibilité, le Dieses marché de Marktdesign sehe capacité. ich als eine Eh sehr bien, gute ce design Grundlage du für eine marché erfolgreiche constitue une très bonne base Energiewende. pour Was une transition wichtig aus unserer énergétique Sicht ist, und ich réussie. hoffe, das können hier Ce alle qui Kollegen importe mir à notre sens, zustimmen, et j'espère que dass les collègues en stabile conviendront, Rahmenbedingungen sind ce auch sont sehr des wichtig. conditions cadres Nicht nur stables. für C'est uns très als important. Pas seulement pour nous Stromkraftnetzbetreiber, sondern auch en tant für die qu'opérateurs de réseau, Vertrauen mais von aussi pour Investitionen seitens les Industrie und seitens investisseurs auch qui für doivent avoir erneuerbare Energien. confiance Und côté eine industrie, wichtige mais aus aussi unserer côté Sicht énergie sind renouvelable. Rahmenbedingungen, die beibehalten werden Une sollten, sind condition très die importante à Gebotzonen Design, maintenir, also c'est die le Gebotzonen design des zones pour verfügbar les enchères, im Moment sind. pour la soumission dans les Wenn enchères. wir über Marktdesign auch sprechen und Si on diese évoque le design du Versorgungssicherheit, marché et donc la Umweltverträglichkeit, ich denke, es ist auch wichtig sécurité hervorzuheben, wie d'approvisionnement, protection de ein l'environnement, prix hervorragendes abordable, Beispiel ist das il est important de Energiesystem in souligner Europa ceci. Le für die Welt. Das système ist eine européen est un einmalige modèle pour le System, das monde wir entier. haben. Notre système est unique. Gebundenes System, sehr viele Länder, die zusammenarbeiten, Beaucoup de pays qui travaillent dans le cadre de ces interconnexions pour apporter la prospérité à l'Europe, pour avoir une sécurité de l'approvisionnement. Je pense que c'est un superbe exemple. Nous sommes capables de coopérer sur des systèmes très complexes. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de naturel. Pour nous, opérateurs de réseau, c'est un travail au quotidien de travailler avec les autres 26 pays et ça marche. Et nous faisons notre mieux pour que ça marche. Voilà pourquoi je voulais le souligner. C'est un excellent exemple pour apporter la prospérité à l'Europe et aussi la paix. C'est important à mettre en avant, comme vous le disiez, on se compare souvent aussi avec les États-Unis ou ailleurs, et c'est important à souligner. Il y a une question qui est arrivée du public que je vais vous poser, Anna Bourgui, et nos deux autres intervenants qui vont réagir dans un instant pourront y répondre aussi. Elle concerne finalement l'intelligence artificielle, parce qu'on a beaucoup parlé, on a parlé en tout cas de la consommation des centres de données, qu'une consommation d'énergie qui va augmenter. Quel rôle l'intelligence artificielle peut-elle jouer pour améliorer la sécurité d'approvisionnement et l'efficacité du marché de l'électricité? Est-ce que ce sont des choses que vous regardez de votre côté, Anna Bourgui? In der Tat, das ist ein Thema, das wir auch Oui, en jetzt effet. betrachten. C'est Wir un haben sujet im auquel nous Moment nous zumindest intéressons. bei der Transnet BW keine En ce moment, Beispiele, die chez ich Transat nennen kann, BB, nous aber das n'avons ist pas Teil der d'exemple concret que je pourrais Digitalisierungsstrategie, die citer, nicht nur wir mais ça Transnet fait BW, partie sondern de alle la Länder, die sich stratégie dort de relativ numérisation auseinandersetzen, pour um nous chez Effizienzen Transat zu BB, schaffen. mais Und ich bin ailleurs jetzt aussi, sicher, pour dass durch die Datenmenge, die dégager wir des arbeiten, efficiences. wird das Vu le eine volume de gute données sur Lösung lequel sein, nous also für travaillons, ce viele sera verschiedene sûrement Stadtwerke. une bonne solution pour différents outils que nous proposons. Corina Grajetski, donc vous pouvez évidemment répondre à cette question sur l'intelligence artificielle et plus globalement, hein, toujours pour conclure et faire ce tour de table sur la façon dont vous verriez la conception du design de marché de l'électricité. On a vu en tout cas qu'il fallait que l'Europe se félicite hein, de certains points. Oui, et je suis absolument d'accord avec ça. Effectivement, notre marché intérieur de l'énergie notamment est vraiment précieux et on peut en être fier et il faut le préserver, c'est-à-dire tout ce qui est tendance à intervenir dans les marchés purement au niveau national nous semble au détriment de ce que nous avons réussi avec ce marché unique. C'est-à-dire que de manière générale,
à notre avis, la transition énergétique, elle doit vraiment se faire à l'échelle européenne. Il faut vraiment penser à optimaliser le système que nous avons encore plus en intégrant encore plus les marchés, en travaillant sur les interconnexions, comme j'ai déjà mentionné au début. Et en fait, je dirais ce qu'on peut apprendre un peu des États-Unis, c'est ces deux éléments, c'est la rapidité et le pragmatisme. Et c'est l'intervention d'Erika sur l'hydrogène et les discussions très difficiles que nous avons sur l'hydrogène vert et bas carbone qui me fait dire ça. Un peu plus de pragmatisme dans le débat européen serait utile pour justement ne pas opposer des technologies, mais de vraiment utiliser tous les vecteurs de décarbonation que nous avons et de vraiment les utiliser à leur meilleur bénéfice et aussi à leur efficacité coût. C'est-à-dire, prenons par exemple l'électrification qui est extrêmement importante et qui stagne en ce moment, qu'il faut vraiment réactiver en quelque sorte, dynamiser en Europe. Et elle est extrêmement importante aussi pour les processus industriels, notamment des processus de chaleur à faible température. Mais nous savons aussi qu'il y a des processus à haute température, par exemple dans l'industrie, où il faut plutôt des molécules décarbonées, bien sûr, mais il faut vraiment toujours penser tous ensemble, les électrons et les molécules qui sont un peu l'alliance des électrons et des molécules, c'est un peu la DNA d'Engie aussi, bien sûr, mais vraiment vu du système, avec une vue holistique du système énergétique en Europe, il faut penser de manière intégrée. Intégrer les secteurs, intégrer les technologies, intégrer tous les vecteurs de décarbonation d'ajouter une petite dose de rapidité et pragmatisme. Et quand on fait ça, je suis extrêmement optimiste qu'on va y arriver, qu'on va atteindre les objectifs, non seulement les objectifs climatiques, mais aussi l'objectif de renforcer la compétitivité industrielle en Europe, où nous attendons aussi une initiative très importante de la Commission européenne sur le Clean Industrial Deal. Donc, on est convaincu qu'on peut faire les deux en optimalisant les coûts à tous ces endroits où c'est possible et il y a beaucoup de possibilités de le faire. Et un mot de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. C'est très important. Malheureusement, pareil, je n'ai pas d'exemple concret à donner, mais nous travaillons vraiment aussi au quotidien, beaucoup avec l'intelligence artificielle chez Engie, et ça joue un rôle effectivement de plus en plus important dans les réseaux, gestion des réseaux, mais vraiment aussi d'optimaliser vraiment le marché, le trading d'énergie en soi. Hein, c'est hautement digitalisé déjà et l'intelligence artificielle est un outil qu'on peut utiliser pour, encore une fois, aussi optimaliser les coûts du système. Et donc, j'allais dire honneur aux hommes. Je vais laisser Olivier Varnan conclure, aussi répondre à la question que j'ai posée dans ce dernier tour de table, répondre à la question, si vous le souhaitez aussi, sur le rôle de l'intelligence artificielle. Bien volontiers, parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on voit surgir des technologies autour de l'IA. Alors, j'ai envie de dire, plus le machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'on connaît depuis 10 ans, qui existe, qui tourne. Je pense pas qu'on ait spécialement besoin de l'IA générative pour ces problématiques d'équilibrage de réseau, par exemple. J'ai tendance à penser que l'obstacle, il est plus dans l'accès à la donnée et la qualité de la donnée. Et je reviens sur le rôle des gestionnaires de réseau, encore une fois, hein, plus dans la distribution, parce que je pense que dans la transmission, ce sont des opérateurs qui sont plus digitalisés que leurs homologues basse et moyenne tension, parce qu'il y a ces échanges, parce que les flux se font dans un sens et dans l'autre depuis des années, alors que c'est nouveau
sur ces réseaux basse et moyenne tension qui ont été construits avec cette idée que l'électricité n'allait que dans un sens. Et malheureusement pour eux, maintenant, ça va dans tous les sens. Ça produit en local chez les gens, ça stocke dans des batteries, ça redistribue sur le réseau. Et à gérer, c'est un cauchemar pour des réseaux qui sont très peu digitalisés en fait. Et c'est ça mon point sur l'accès à la data, c'est parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires de réseau ont très peu d'informations en temps réel sur leur réseau. Alors, on est moins mal lotis en France, j'ai envie de dire, parce qu'on a ces compteurs connectés, je n'irai pas jusqu'à dire intelligents, mais connectés qui donnent de l'information, mais qui n'est pas assez granulaire pour pouvoir en faire quelque chose en temps réel. Et donc ça manque cruellement pour pouvoir faire ce qu'on devrait faire avec de l'IA. L'IA, c'est l'outil parfait pour gérer ce genre de problèmes qui sont trop complexes pour le cerveau humain, mais qui sont tout à fait à la portée de n'importe quelle IA. Et donc, on n'a pas une qualité suffisante de data et on a un problème d'accès aussi à la data. Et quand on interroge des gestionnaires réseau, ils vous expliquent qu'un des freins, c'est simplement le consommateur qui ne veut pas partager sa data, qui a cette crainte, qui ne sait pas ce qu'on va en faire. Et donc, je pense que dès que on va progressivement améliorer la situation, et ça va faire des progrès incroyables et vraisemblablement des économies aussi incroyables en termes d'investissement en cuivre, en transformateurs, qui sont aujourd'hui qui paraissent nécessaires. Il y en a forcément une grosse partie qui vont devoir être mis dans le sol, mais on va faire des économies incroyables quand on va pouvoir débloquer cet aspect-là, je pense. Rien d'autre à ajouter? Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. On aurait pu discuter pendant longtemps, mais vous avez soulevé en tout cas les différents points et vous êtes revenu sur ce dont on a parlé tout au long de la journée. En tout cas, on peut résumer en disant qu'il faut vraiment penser européen, même si parfois on se compare à d'autres, qu'il y a des choses évidemment à faire évoluer, mais déjà quand même des coopérations qui se mettent en place et notamment des coopérations franco-allemandes. Donc c'est vraiment un très bon exemple que vous avez donné à travers cette table ronde. Merci encore à tous les quatre d'être intervenus sur ce forum franco-allemand de l'énergie. Et donc, on en arrive à la conclusion de cette journée qui a été très, très riche. On va élargir plus largement le sujet au-delà de ce qu'on a pu évoquer. Dans un instant, on aura le grand plaisir d'accueillir Robert Votard du GIEC. Mais tout d'abord, place à Monsieur Carsten Neuhoff. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef du département politique climatique au sein de l'Institut allemand d'études économiques. Merci d'être avec nous, monsieur. Et je vous passe la parole donc pour la première conclusion de cette journée. Merci beaucoup. Herzlichen Dank für die Einladung. Ein spannender Tag heute und ich versuche. Merci, ça a été une journée effectivement, comment dire, bien remplie. Je vais essayer de résumer autour de ces trois axes de politique énergétique. Alors, l'abordabilité. Et c'est vrai que la fiabilité au niveau de ce qu'on peut payer ou ne pas payer, ça devient vraiment l'enjeu. Et ça a été dit dès le début, ce sont les perspectives d'évolution, de développement des prix qui comptent. Donc les contrats de couverture, de hedging, sont un facteur quand même déterminant. Une fois que les entreprises se sont couvertes, eh bien, elles peuvent bien gérer les marchés spot et se fonder là-dessus. Alors, tout au long de la journée, on a beaucoup parlé de la flexibilité. Et ça n'est pas que la batterie, ça n'est pas que le stockage thermique, mais il y a aussi des produits intermédiaires comme des stocks d'hydrogène, les voitures électriques, etc. Donc, même chose où on a besoin d'énergie. Philipp Nimmermann, côté allemand, a bien mis en avant que toutes les parties prenantes au marché peuvent profiter de ce nouveau système. Et le gros défi que nous devons affronter à présent est le suivant. Comment les entreprises industrielles peuvent être convaincues de la nécessité de cette transition vers davantage de flexibilité? Côté français, nous avons entendu
et c'était donc Laurent Cuny, qu'il était important d'avoir cet accès au hedging et que la France a mis au point un nouveau programme pour qu'il y ait vraiment une couverture sur 5 ans. Ce qui revient aussi à la conclusion de Mechtild, président de la Commission européenne, qui nous a dit que, bien évidemment, il manque aussi des perspectives à long terme, raison pour laquelle la crise du gaz a été si sévère. Les PPA, nous en avons parlé. Moi, ma préférence, ce sont les CFD, donc de grands volumes sur des prix stables, comme ça a été évoqué d'ailleurs par le représentant d'Engie, donc pour permettre un développement assez rapide des renouvelables. Et puis, deuxième développement dans ce triangle énergétique, c'est cette question qu'on s'est tous posée. Comment avoir plus d'énergie propre? Nous avons besoin d'un système énergétique propre. Philippe Nimmermann l'a dit, 15 gigawatts de renouvelables ont pu être mis à disposition l'an passé en Allemagne, ce qui est déjà vraiment un record. Et puis maintenant, comme il l'a lui-même exprimé, je reprends ces mots, il faut réveiller la beauté dormante, la sleeping beauty. Pour pouvoir stocker pendant les heures où il y a des bons régimes d'ensoleillement et de vent, pour se servir de cette industrie, de cette énergie, pardon, ultérieurement. Et bien évidemment, cela nous permettra de diminuer notre dépendance des énergies fossiles et surtout de diminuer aussi cette dépendance que nous avons vis-à-vis de la Russie avec le gaz. Alors, flexibilité. L'article 19 CT de la Electricity Regulation cite un certain nombre d'obstacles. Et pour moi, et M. Bourgi l'a évoqué succinctement, pour moi, la grosse thématique, la grosse question, c'est si on passait sur un marché global européen. Et si nous avions dans le sud beaucoup de soleil, eh bien nous remplirions par exemple nos systèmes de stockage dans le nord et nous pourrions créer un système de vases communicants. Si nous voulons cette flexibilité, il nous faut des signaux de prix locaux. Et là, il faudra aller vers des prix plus bas. Pour bien évidemment veiller à ce que nous puissions travailler, produire de l'énergie sur une base d'égalité partout. Et troisième chose, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Et là encore, nous avons bien évidemment vécu le phénomène pendant la crise. Il s'agit de la résilience de la totalité du système, pas simplement les capacités de production. Et nous l'avons vu. Cette crise, elle est encore là. Nous la ressentons encore en nous et elle nous fait comprendre à quel point nous sommes vulnérables. Et puis, il y a eu cette citation de la déclaration de paix franco-allemande qui dit que la flexibilité, c'est la clé pour garantir une sécurité d'approvisionnement. Hannes Gröde de la Bundesnetzagentur nous a expliqué l'importance des synergies dans le contexte de l'interconnexion européenne, donc en faisant ces évaluations de l'adéquation des ressources. Et puis, ça a été repris plus tard par notre participant français qui nous a dit « Nous n'aurions pas pu surmonter cette crise si nous ne l'avions pas affrontée ensemble ». Quel est le défi en termes de sécurité d'approvisionnement? Si nous avons plus de flexibilité, on pourra faire des compensations entre le jour, la nuit, etc. Il y aura, je ne sais pas, 100 à 200 heures par an où il faut se poser la question de la résilience dans nos systèmes. Et une question que je me pose,
Nous avons des réserves stratégiques au niveau des fossiles pour ça. Et nous avons des réserves stratégiques en Allemagne et en France qui nous ont aidés d'ailleurs, hein, notamment lorsqu'il y a eu des problèmes avec les centrales nucléaires en France. Donc nous devons conférer à tout cela un contexte européen pour avoir ces réserves à disposition et pour finalement soutenir ce marché. Et dans tous ces débats capacitaires, il faut penser davantage à des réserves de secours. Et comme dernier point, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Au final, ce triangle politique, énergétique, c'est lié à la transformation. Il y a un mot qui est revenu incessamment. Quel est l'avenir de la flexibilité, l'avenir du développement, de la promotion des renouvelables? Nous avons un privilège en Europe. La stabilité, nous pouvons l'obtenir par nos agissements. La clarté, la transparence, la prévisibilité ont permis à l'économie privée de mettre en place les capacités nous permettant de réaliser ces objectifs. Et aujourd'hui, eh bien, le constat s'impose. Il faut poursuivre dans cette voie pour avoir une stabilité au niveau des investissements et pour que nous puissions assurer la disponibilité énergétique à des coûts raisonnables. Merci beaucoup à vous, Monsieur Carster Neuhoff, pour avoir repris, on va dire, un résumé, mis en avant tout ce qui est ressorti de cette journée. Vous êtes chef du département politique climatique à l'Institut allemand d'études économiques et en ouvrant plus largement le sujet. Et donc, pour clore, on va dire, totalement ce forum franco-allemand en ligne, on est ravi d'accueillir Monsieur Robert Votard. Bonjour, vous êtes co-président du groupe 1, groupe 1 du GIEC, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci à vous de votre participation à ce forum et je vous passe la parole pour conclure cette journée qui a été bien riche. Voilà, merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de présenter quelques éléments qui nous viennent bien sûr de l'organisation internationale qu'est le GIEC. Donc, je vais passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Donc, personnellement, planche suivante, oui, s'il vous plaît. Personnellement, je suis climatologue, donc physicien. Et donc, je suis aujourd'hui en charge de ce qu'on appelle le groupe 1 du GIEC, c'est-à-dire les bases physiques du climat. Oui, merci, s'il vous plaît, de garder la planche suivante. Donc, le groupe 1 du GIEC a pour mission de faire l'état des lieux des sciences physiques du climat en ce qui concerne le changement climatique d'après l'ensemble de la littérature scientifique, et puis de produire des rapports et d'autres produits pour alimenter les politiques publiques internationales. Donc, les décisions au sein du GIEC se font, donc IPCC en anglais, hein, se font via un consensus scientifique, le consensus scientifique qui ressort de l'analyse d'un ensemble d'études et ensuite le rapport, le résumé pour les décideurs du rapport ou des rapports se fait en consensus aussi avec les délégations, donc les représentants des gouvernements qui sont membres du GIEC. Donc le GIEC a fourni jusqu'à aujourd'hui des éléments pour des étapes décisives de la Convention climat et aussi donc de l'avancement de la décarbonation et des travaux pour améliorer le changement climatique. Je ne vais pas les citer, mais la dernière en date, les derniers rapports du 6e cycle ont pu alimenter notamment le bilan mondial, le premier bilan mondial qui a eu lieu l'an passé lors de la COP28.
Donc, je vais aller un petit peu plus en avant avec la planche suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est l'ensemble des rapports qui ont été produits durant le 6e cycle. Là, nous avons attaqué depuis l'an passé le 7e cycle. Nous préparons les nouveaux rapports. Donc, je vais simplement, planche suivante, s'il vous plaît, mentionner quelques résultats vraiment très, très, très simplement. Il y en a infiniment plus. Le premier grand résultat, c'est bien sûr que le changement climatique et les températures sont intégralement dues aux activités humaines, non pas partiellement, mais intégralement dues aux activités humaines si on regarde l'échelle globale. Et si on regarde les régions du monde, on sait aujourd'hui montrer que dans chaque région du monde, on voit un signal très clair du changement climatique. Donc, par exemple, dans la planche en haut à gauche, on voit derrière l'hexagone WCE qui signifie Western and Central Europe, les vagues de chaleur. Donc, le fait que cette couleur soit en rouge montre qu'on a une augmentation des vagues de chaleur et qu'on sait aujourd'hui démontrer que cette augmentation des vagues de chaleur, qui est d'ailleurs très très impressionnante en Europe de l'Ouest, cette augmentation des vagues de chaleur est vraiment liée au changement climatique et que ces phénomènes vont se poursuivre. De même, pour d'autres phénomènes comme les pluies torrentielles et les événements extrêmes liés aux fortes précipitations et puis aux sécheresses, mais avec une coloration plus légère au sens où on manquait, lors de la remise de ce rapport en 2021, encore beaucoup d'études régionales pour compléter un petit peu le tableau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour les sécheresses, les régions en Europe qui vont être touchées sont toutes les régions du sud de l'Europe. Et bien sûr, la sécheresse va concerner le domaine de l'énergie, je vais y revenir. Mais ce n'est pas seulement en Europe du Sud, c'est aussi l'Amérique de l'Ouest. Ce sont vraiment les deux régions pour lesquelles on a un ensemble d'études convergentes. Voilà, pour continuer, planche suivante, s'il vous plaît. Un des résultats principaux du dernier cycle a été de montrer finalement comment, à partir des politiques publiques qui sont déjà mises en place, euh, les émissions devraient évoluer donc, c'est cette trajectoire des émissions de CO2 équivalent, donc qui est en rouge dans la figure entre 2010 et 2050, où on voit que les émissions finalement qui résultent des politiques publiques, d'une part, nous ont permis déjà d'éviter les scénarios les plus élevés. Donc, c'est quand même une chose remarquable, c'est de montrer que les politiques publiques ont un effet et ont déjà un effet, évitent déjà quelques gigatonnes de CO2 émis, mais que c'est encore très, très largement insuffisant puisque les politiques publiques actuelles nous amènent à finalement une stabilisation des émissions de CO2 et alors qu'il faudrait tendre vers zéro et vers une neutralisation donc des émissions de CO2 qui est représentée par les courbes bleues pour arriver à un réchauffement d'un degré 5. Hein. Donc, je vais passer. Donc, ça, c'est vraiment les résultats principaux. Ils se comportent à la fois des plus et beaucoup de moins sur les politiques publiques. Je vais continuer donc avec la planche suivante. Alors, ce qui est devant nous, c'est et l'énergie. Je vais y revenir sur l'Europe aussi notamment. C'est des choses qu'on n'a pas vues encore dans le passé. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. La figure en haut à gauche montre par exemple les températures maximales obtenues sur une grande région autour de la Colombie-Britannique au fil du temps, les maximales dans l'année, la température la plus chaude depuis 1950 jusqu'à 2021, au moment où il y a eu cette vague de chaleur sans précédent. Les records ont été battus de 5 degrés dans cette région, ce qui est d'habitude un record est battu d'un demi-degré, d'un degré. Mais ces phénomènes où finalement on voit des records battus de très loin sont de mieux en mieux compris et vont avoir à être bien expliqués dans nos rapports futurs.
mais on sait qu'ils sont directement liés, ces sauts qu'on peut avoir sont directement liés au changement climatique. En bas à gauche, on a aussi pour les incendies qui ont eu lieu au Canada en 2023 le même type de phénomène. Et à droite, donc ce sont les dernières évolutions des températures globales qui en 2024 ont dépassé effectivement 1,5 degré pour une année. Et on va bien voir effectivement comment les choses évoluent, mais c'est un signe très clair qu'au niveau qu'au niveau mondial, on s'approche de la limite enfin, de la limite espérée qui figure dans les accords de Paris, et nous la dépasserons en fait très probablement, puisqu'au rythme actuel, les températures se réchauffent de environ 2 dixièmes à 3 dixièmes de degré par décennie. Comme nous sommes aujourd'hui à un réchauffement à peu près de 1,3 degré, pour arriver à 1,5 degré, il y a moins d'une décennie, hein. Donc on s'attend à avoir dépassé ce seuil d'ici une dizaine d'années. Je vais passer à la planche suivante. Voilà, pour dire maintenant, toute la question va être de savoir qu'est-ce qu'il se passe après ce 1,5 degré. Si on le franchit, ce qui est probable ou très probable, il va falloir contenir néanmoins les émissions à des niveaux raisonnables, c'est-à-dire normalement bien en dessous de 2 degrés. Et pour cela, des différents scénarios envisagent par exemple des scénarios qu'on appelle d'overshoot. Ça va être un gros sujet dans les années qui viennent. Même si ça fait encore aujourd'hui beaucoup débat. Donc, c'est des scénarios où on dépasse les 1,5 degré et on redescend un petit peu après. Après, il va falloir faire attention à ne pas trop rêver non plus sur ce type de scénario, parce qu'on ne pourra, au mieux, dans le meilleur des cas, que redescendre de 1 ou 2 dixièmes de degré, vu un ensemble de phénomènes. Je vais passer à la planche suivante. Un autre gros sujet qui va arriver, ce sont les points de bascule, bien sûr. Arrive-t-on dans des domaines où certains systèmes ou sous-systèmes du système Terre peuvent franchir des points de non-retour, ou des points où le système s'organise différemment, ou conduisent à des pertes d'espèces. Donc il y a beaucoup de littérature aujourd'hui qui identifie ce type de risque, et il ne faut, comment dire, même si aujourd'hui ils sont difficiles à qualifier, hein, en termes de risque, euh, c'est parce que il y a peu de recul, peu de données. Ces risques sont quand même néanmoins à prendre en compte pour tous les systèmes, y compris les systèmes énergétiques. Maintenant, avec la diapo suivante, je vais dire quelques mots de l'Europe. Donc, alors, les planches sont un peu resserrées, mais vous pourrez voir sur le lien qui est indiqué en haut à droite. Donc, le GIEC fournit également des produits un peu dérivés. Là, ce sont des fiches de synthèse, des fact sheets, qui sont soit régionales, soit sectorielles. Là, je montre la fiche de synthèse, ou la première page de la fiche de synthèse pour l'Europe à gauche, et pour le secteur de l'énergie à droite, avec quelques figures un peu marquantes. Simplement pour dire, finalement, en Europe, ce qui va se passer, c'est une augmentation des températures, des extrêmes et de tous les phénomènes liés aux températures, une élévation du niveau des mers comme partout ailleurs. Et en ce qui concerne les régimes de pluie, c'est plus de pluie au nord et moins de pluie au sud, donc une augmentation des déficits, en particulier dans les régions méditerranéennes, ce qui pose un gros problème pour les systèmes hydroélectriques. Voilà. Donc, sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on regarde dans le monde, les figures qui sont à droite, donc la rangée qui est au milieu, puis il y a une rangée qui est en bas, la rangée qui est au milieu montre, en fonction du degré de réchauffement ou du scénario, l'évolution des vents. Donc, ce sont des choses qui sont des évolutions qui ne sont pas négligeables, même si elles restent modérées. Les changements dans les vents d'ici la fin du siècle
sont de l'ordre, typiquement dans l'hémisphère nord, d'une baisse des vents de l'ordre de quelques pourcents à 10%. Alors, pour nous, c'est vrai que ça nous paraît très peu pour les climatologues, mais j'ai toujours entendu dire les énergéticiens, mais 10%, ça peut rendre un système, ça peut porter atteinte à la viabilité d'un système énergétique. Donc, c'est très important, 10% en fait. Sur les figures du bas, c'est un peu l'équivalent, mais pour le... alors attendez, je me trompe, hein, c'est pour le vent, c'est pour les figures du bas, mais ma conclusion est la même. Et pour les figures du haut, c'est pour les précipitations. Donc pour l'Europe, un très très gros déficit de précipitations en vue sur les régions méditerranéennes, avec une augmentation des précipitations dans le nord. On va passer à la diapo suivante. Voilà un peu, alors ça, c'est pas directement issu du GIEC, c'est plutôt une étude que nous avions faite. Un diagramme qui montre finalement, bon, c'est un peu compliqué, mais pays par pays, ce qu'on peut attendre pour des changements pour un réchauffement de 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, pour les systèmes éoliens, de production éolienne. Là, ce ne sont plus des vents, mais c'est vraiment des productions éoliennes. Donc, on prend en compte un scénario d'implémentation de renouvelables, un scénario solaire, et puis aussi l'hydroélectricité, et puis l'électricité produite par les centrales thermiques, qu'elles soient thermiques classiques ou nucléaires. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que d'une manière générale, pour la plupart des pays, donc cette baisse de la production des éoliennes, une petite baisse aussi de la production solaire, et puis une très grande différenciation pour la production hydroélectrique, avec les pays du Sud qui sont fortement pénalisés et les pays du Nord qui sont plutôt avantagés, avec des barres en dessous et des barres au-dessus. Voilà. Et également une pénalisation de la production électrique par simplement l'augmentation des températures et la difficulté à refroidir les centrales. Voilà, donc ça fait partie aussi donc, des choses importantes pour les risques, pour les investissements, pour l'énergie en Europe à avoir en tête, c'est que le changement climatique modifie aussi les renouvelables, en fait, les potentiels renouvelables, les gisements. Je termine avec ma dernière planche pour dire, voilà, ça c'était pour les gisements, mais il existe aussi, les risques vont venir principalement des événements extrêmes. Et il ne faut pas croire que, alors maintenant il y a beaucoup d'études, là j'en mentionne deux, mais il ne faut pas croire que les événements extrêmes vont, comment dire, être simplement une augmentation des températures et puis voilà, on doit aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a pu montrer récemment un hiver extrêmement froid comme 1963, donc ça remonte à assez loin, c'est mon année de naissance, mais durant cet hiver-là, les températures étaient extrêmement basses et on s'en rappelle très certainement en Allemagne et en France. C'était vraiment le centre de cette vague de froid immense qui a pratiquement duré tout l'hiver, particulièrement en janvier. Et cette vague de froid record, donc ce qu'on a pu montrer, c'est que même dans un climat plus chaud, elle peut encore se reproduire avec une probabilité plus faible, mais ce sont des événements qui aujourd'hui nécessitent toute notre attention néanmoins. Et c'est pour ça que la solidarité, hein, finalement, entre, entre les différents pays européens est si importante parce que les conditions extrêmes, même si elles peuvent être de très grande échelle, ne seront pas nécessairement d'une échelle totalement européenne ou pourront être compensées par d'autres productions électriques. Donc voilà, je ne parle pas des vagues de chaleur, mais j'en ai déjà parlé. Donc je voulais finir simplement pour dire, et là j'ai pas, j'ai rien de plus à montrer, mais en dire que on suit actuellement
autant en Europe, en France et en Allemagne, les évolutions qui sont prévues pour la décarbonation avec un niveau de décarbonation de net zéro en 2050. Pour le moment, les trajectoires sont suivies à peu près correctement. C'était, je vous avoue très sincèrement, quelque chose que je n'imaginais pas il y a 10 ans, que nous arriverions en Europe à faire ça. Et donc, je suis vraiment très, très content de voir cela se réaliser. Je souhaite bien sûr que cela se poursuive jusqu'en 2050. Nous avons peut-être récolté les fruits faciles aujourd'hui et certainement les efforts vont être bien différents et plus difficiles encore dans l'avenir, mais je pense que les évolutions actuelles des émissions sont vraiment porteuses d'espoir pour l'Europe. Je ne parle pas du reste du monde, mais en tous les cas, pour l'Europe, la France, l'Allemagne, en premier, nous sommes dans les clous finalement de cette décarbonation. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Robert Votard, pour cette conclusion. C'est important d'avoir ce point de vue scientifique, de rappeler aussi hein, les enjeux liés au dérèglement climatique et puis de souligner aussi ce qui se met en place en Europe, puisqu'on a fait aussi aujourd'hui des allusions à la compétitivité européenne en jetant un œil aussi du côté des États-Unis. C'était important aussi de rappeler que l'Europe a un rôle fort à jouer et encore plus évidemment la coopération franco-allemande. Merci beaucoup. On arrive donc à la conclusion de cette journée, de ce forum bien dense. Merci encore à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez été très nombreux et on en est ravis. Je tiens encore à remercier nos interprètes parce qu'il a fallu faire un beau travail. On a fait en sorte de ne pas parler trop vite, d'éviter les abréviations, en tout cas de les traduire. Merci à Nathalie Pijolet, Bern Sor, Sébastien Weitmeyer, Hélène Ferguson, Alexander Schmidt et Kate Vanovich. Je tiens à remercier Team News qui était en coulisses et qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de ce forum. Merci aussi à Céline Pizzotti et à Sven Rosner de l'OFAT pour leur confiance. Un grand remerciement également, puisqu'ils étaient en coulisses, à Christophe Körner et à Valentine Herkt qui ont beaucoup aidé à la réalisation et au passage de relais entre chacun visuellement. Tout à l'heure, Patrice Geoffron me demandait de passer les slides. Ce n'est pas moi, c'était Estelle Scali et je tiens à la remercier. D'ailleurs, je souligne hein, que toutes les présentations seront disponibles en ligne à partir du 4 février, ainsi que les enregistrements audio, donc vous pourrez tout retrouver. On peut remercier aussi les partenaires, puisque l'événement a été organisé en collaboration entre le ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat, le ministère français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère fédéral allemand des affaires étrangères et l'OFAT, hein, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Peut-être qu'on peut avoir un petit aperçu aussi des prochains événements dans le mois qui vient. Alors le 11 février, il y aura un side event sur le salon eWorld 2025 sur marché de capacité et gestion de la demande. Une conférence sur l'éolien terrestre, hein, ce sera le 5 mars prochain. J'aurai le grand plaisir d'animer cette conférence qui va revenir notamment sur le sujet des prix négatifs. Puis il y aura aussi une conférence le 19 mars en ligne sur la décarbonation de l'approvisionnement en chaleur. Donc voilà, beaucoup de sujets encore évoqués par l'OFAT. Et puis évidemment, on peut que se dire rendez-vous l'an prochain. Cette date était symbolique, le 22 janvier. Donc tout le monde souhaite évidemment qu'elle puisse rester emblématique. Et pourquoi pas une 8e édition à cette date du Forum franco-allemand de l'énergie. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Encore un grand remerciement à vous tous et je vous souhaite évidemment une bonne soirée.